Donc, on va attendre juste 5 minutes jusqu'à l'arrivée des participants.
Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Marketing Digital. Dans ce cours, vous apprendrez les différents types de sites, la technique outil de hébergement, né CMC, principe de fonctionnement, né CMC, les outils existants, conception et mise en œuvre. Tout cela avec Dr. Hala Ben Abdelnabi, membre du corps professoral de l'Université Niedersachsen. Accordons maintenant la parole à Dr. Hela. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci, docteur Malek. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre ensemble et on va se consacrer et se focaliser sur le site web comme un socle de la stratégie digitale. Donc, pour beaucoup d'entreprises, le site web constitue le socle principal de leur stratégie. Donc, il est l'outil qui permet de présenter l'entreprise, donc ses services et ses produits, de relayer les actualités, de générer des ventes ou bien sûr des prises de contact. Donc, lors d'une création d'entreprise, il faut le mettre rapidement en place. Donc, ce site, notamment pour des questions de référencement naturel, mais également pour susciter la confiance de vos interlocuteurs. Et là, c'est très important. Et j'ai vu et j'ai dit les fois précédentes que parfois, faute de budget, faute de compétences, on est amené à créer par exemple, à ouvrir une page sur Facebook ou bien Instagram et à oublier de créer un site web. Alors qu'il faut comprendre que l'interlocuteur, le visiteur, le prochain, le futur client, il va plutôt avoir confiance dans un site web plutôt qu'une page Facebook ou bien une page ou bien un groupe dans un Facebook, dans un réseau social ou bien une page, par exemple, sur Instagram. Donc, il faut toujours penser à créer un site web pour justement gagner la confiance des visiteurs et des futurs clients. Donc, pour tous, il doit être le reflet d'une stratégie, un vecteur d'acquisition du client et bien sûr, il doit avoir bien sûr et présenter une vitrine attractive. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de sites. Donc, ici, on va détailler dans ce chapitre. Donc, aujourd'hui, on va voir le site web vitrine, le site web e-commerce, les sites d'intermédiation et enfin le blog. On a vu le blog l'autre fois, mais ici, on va voir comment on va créer et comment concevoir un blog plutôt. Donc, si on va voir le site web vitrine, donc le site web vitrine ou ce qu'on appelle un site institutionnel permet de se présenter ou présenter une activité. Donc, il a comme objectif de donner des informations sur l'entreprise, de montrer l'étendue de ses activités, des clients qui lui font confiance et, in fine, de générer une prise de contact. Donc, c'est ça l'importance d'avoir un site web vitrine. Donc, le site web vitrine doit refléter l'image de l'entreprise, bien entendu, s'adresser à ses cibles, plus pour lui permettre justement de comprendre l'intérêt de ses produits et services et de ses valeurs, bien sûr. Donc, quand on essaye de créer un site web pour notre entreprise, et surtout si le site web est site web vitrine, on doit vraiment permettre à nos futurs clients, à nos visiteurs, d'accord, de comprendre quels sont les produits, quels sont les services et justement quelles sont les valeurs que l'entreprise, bien sûr, doit l'avoir et doit faire transmettre ces valeurs à ses clients. Donc, la prise de contact découle de la pertinence du contenu du site et bien sûr de l'adéquation entre votre offre et la demande de l'utilisateur. Donc, bien sûr, maintenant, on va voir le site web e-commerce, qui est vraiment différent d'un site web vitrine. Donc, lorsqu'un site web propose la vente en ligne de produits, on parle alors de site web, de site e-commerce ou qu'on appelle aussi la boutique en ligne. Donc, ce type de site présente les produits que l'entreprise vend et surtout permet l'achat depuis le site via un paiement en ligne. Donc, il peut comprendre une partie vitrine. Donc, on peut comprendre qu'il y a bien sûr cette partie vitrine dans un site e-commerce.
Donc, il peut comprendre une partie vitrine. Donc, certaines pages du site présentent l'entreprise et ses activités. Donc, il faut faire la différence entre un site e-commerce et un site, une partie, le site vitrine. Donc, il y a d'autres types de sites qu'on appelle les sites d'intermédiation. On va comprendre, on va voir exemple de sites d'intermédiation. Donc, les plateformes de mise en relation ou intermédiation ont pour objectif de mettre au moins deux groupes d'individus en relation. Donc, il s'agit de créer un site collaboratif où les utilisateurs, en fait, seront amenés à échanger via le site. Donc, ils sont souvent complexes à mettre en œuvre car les interactions souhaitées entre les utilisateurs sont propres à chaque plateforme et ces dernières peuvent comprendre une partie site institutionnel et une partie site e-commerce pour gérer les transactions. Donc, il y a un aspect, un volet un peu complexe, d'accord? Mais on a vu qu'il y a vraiment plusieurs sites d'intermédiation qui ont connu beaucoup de succès. Je vais vous montrer un exemple phare après. Par contre, dans un blog, maintenant que si on parle de blog, dans un blog, des articles sont produits régulièrement. Ils sont organisés par catégorie. Quand on parle maintenant si on va voir le blog, un autre type de site, comme le site e-commerce, comme le site vitrine, comme le site d'intermédiation. Donc, il est complémentaire et adossé au site vitrine et e-commerce, où on a dit que le blog, dans notre cours, il y a quelques semaines, on a dit que le blog, il vient pour il vient comme un complément pour le site. On a parlé de ça. Donc, il est complémentaire et adossé au site vitrine, e-commerce ou plateforme de mise en relation. Le blog d'entreprise est un levier clé pour attirer les internautes. On a vu ça. Donc, entre autres, il permet de crédibiliser la voix de l'entreprise, de produire du brand content, du content marketing, on a parlé de ça, et bien sûr d'améliorer le référencement naturel du site. Donc, en fin de compte, quand on parle de site, un blog, donc les articles sont produits régulièrement, on a vu ça, ils sont organisés par catégorie, on a vu aussi affichés par ordre chronologique, afin de présenter les articles les plus récents en premier. On peut distinguer le blog d'entreprise des autres blogs. Et là, quand on dit les autres blogs, il y a, l'autre fois, peut-être on n'a pas vu les autres types de blogs, mais il y a des blogs on a dit ça, qu'il peut relayer des informations intimes, ça pourrait être un journal intime, on a parlé de ça, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres types de blogs, d'accord, qui peuvent avoir d'autres objectifs, comme l'audience, comme l'expression personnelle, comme l'expertise, et qui constituent des sites à part entière. Donc, en fait, si on parle de partage d'expertise, donc on parle plutôt de blogs d'experts. Donc, de nombreux professionnels utilisent les blogs pour partager leurs connaissances et leur savoir-faire dans un domaine spécifique. Donc, ça leur permet de se positionner comme des références et d'accroître leur visibilité. Et il y a bien sûr des blogs qui peuvent relayer des tutos, des conseils. Et ces blogs-là peuvent être utilisés pour créer des tutoriels, des guides et des conseils pratiques sur différents sujets. Alors qu'il y a des blogs qui relayent juste l'expression personnelle, et on a parlé de ça, donc ça pourrait être un journal intime en ligne. Et donc le blog peut être un espace pour exprimer ses pensées, ses émotions, ses expériences de vie. Donc c'est un moyen de se libérer, de réfléchir, de partager une partie de soi avec les autres. Et donc c'est un moyen pour booster la créativité. Donc en fait, les blogs permettent de s'exprimer à travers différents formats. On a vu ça, les textes, les images, les vidéos, et donc ils sont un terrain de jeu pour l'expérimentation artistique et littéraire. Donc, on a vu que les blogs, ça pourrait avoir plusieurs objectifs. On a vu ça l'autre fois. Donc, maintenant, on va comprendre. Il aurait fallu que je reprenne ça parce que c'est important de comprendre que ça pourrait être un site à part entière. Donc, si on voit les types de sites, donc le blog, c'est un type de site, d'accord, web. Donc, les techniques, outils, hébergement, donc il apparaît nécessaire donc, pour maîtriser le marketing digital, en fait, d'avoir un niveau de connaissance technique minimal. Et là, je souligne ce mot-là parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut avoir des connaissances minimales pour
comprendre et pour maîtriser le marketing digital. Mais en fait, tout dépend de plusieurs facteurs ici. Tout dépend de vos objectifs. Tout dépend de votre budget et tout dépend bien sûr de votre volonté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous avez la volonté, il y a des milliers de tutoriels, et des milliers de livres, d'accord, et des milliers de documents sur Internet où vous pouvez comprendre des vidéos aussi sur YouTube ou autres, où vous pouvez comprendre et maîtriser le marketing digital. Donc, ça dépendra de votre volonté. En fait, ça dépendra de votre budget parce que vous pouvez faire appel à un expert dans le domaine qui pourrait prendre en charge ce volet technique-là. Et donc, vous pouvez bien sûr vous former, avoir une formation payante carrément. Donc, ça dépend aussi de votre budget. Ça dépend qu'est-ce que vous allez faire, d'accord, sur Internet. Donc, est-ce que vous allez créer une entreprise en ligne? Est-ce que vous allez… Donc, tout dépend de plusieurs facteurs. Mais si on est là, bien sûr, dans ce cours-là, on essaye, bien sûr, d'encourager, d'accord, d'avoir des connaissances minimales concernant le marketing digital. Je parle du volet technique, bien entendu. Donc, pour pouvoir administrer un site web dans de bonnes conditions, les notions qui vont suivre vont être vraiment indispensables et il faut vraiment les comprendre. Donc, le premier point, c'est bien sûr l'hébergement. On a parlé plusieurs fois, les dernières fois, sur l'hébergement. Donc, il faut comprendre qu'il faut héberger un site web. Et héberger un site web consiste à proposer un espace disponible sur le disque dur d'un ordinateur, quelque part dans le monde, pour y stocker les fichiers du site web. Donc, les codes sources, les images, etc. Et donc, cet ordinateur ayant la particularité de rendre visible votre site web sur Internet est appelé serveur. Donc, on héberge donc un site web sur un serveur. Donc, un hébergeur est ainsi une entreprise qui propose la location d'espace sur ces serveurs-là. Donc, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Donc, il faut veiller à toujours être propriétaire de votre nom de domaine, bien entendu. Donc, si certains prestataires de création de site web peuvent se proposer de l'acheter pour vous, sous prétexte de vous fournir un service clé en main, il faut comprendre qu'il est important que vous fassiez la démarche vous-même. D'une part, donc c'est indispensable pour votre autonomie, pour l'autonomie de votre entreprise et de son identité sur le web. Donc, et d'autre part, bien sûr, il contribue à sa valorisation. Donc, il faut avoir vraiment, il faut bien avoir et bien réfléchir à avoir un nom de domaine, c'est important. D'accord? Donc, il faut être vigilant lors de l'achat de votre nom de domaine. Et voici quelques conseils et rappels. Tout d'abord, donc, l'achat d'un nom de domaine se fait sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, si quelqu'un il a déjà procédé avant vous, il va l'avoir, bien entendu. Donc, il faut être le premier pour avoir ce nom de domaine-là, ça c'est clair. Lorsque le nom de domaine n'est pas libre, il sera sans doute difficile de le récupérer. Par exemple, si votre entreprise s'appelle Cézanne.fr, Cézanne.fr, c'est déjà pris par une autre entreprise. D'accord? Il faut bien sûr, d'accord, comprendre qu'on ne peut pas le récupérer. Si vous voulez avoir, par exemple, .fr ou bien .com, il est déjà pris. Donc, il faut penser à avoir, d'accord, votre nom de domaine qui ne doit pas être pris par une autre entreprise. Ça, c'est clair. Donc, s'il est clairement indispensable à votre business, donc si vous avez un nom de domaine dans votre tête et vous croyez que c'est indispensable, il faut parfois vous faire aider d'un professionnel pour le récupérer. Donc, il saura contacter les bonnes personnes et négocier pour vous le bon prix de rachat. Bien sûr, si l'autre personne veut bien sûr le vendre. Donc, c'est une démarche un peu difficile. Donc, il faut bien réfléchir au nom de domaine, ça c'est clair. Et bien entendu, il faut comprendre que l'achat est une location hein, pour une durée d'un nom renouvelable. Donc, ce n'est pas pour la vie, hein, d'accord? Et donc, vous restez propriétaire du nom de domaine tant que vous le renouvelez dans le temps. Si vous faites le renouvellement dans le temps, ce n'est pas grave. Hein. Chaque année, vous payez, donc vous renouvelez votre nom de domaine, il restera à vous. Et donc, de très nombreuses extensions ont fleuri sur le marché. Donc, les extensions de référence demeurent bien sûr le .com et les .org. Et l'extension géographique liée au pays dans lequel vous développez l'activité de l'entreprise. Par exemple,
.fr si en France, IT si Italie, TN si la Tunisie, etc. UK c'est l'Angleterre, etc. Donc, si vous ne trouvez pas, par exemple, le .com, vous pouvez vous référer à votre zone géographique. Donc, c'est intéressant. Peut-être vous pouvez le trouver libre. Donc, à part le nom de domaine et l'hébergement, donc il faut bien sûr comprendre c'est quoi les CMS et on va comprendre ensemble c'est quoi le principe de fonctionnement. Et donc, aujourd'hui, la plupart des sites web existants fonctionnent avec un espace d'administration appelé CMS et donc qui permet la gestion du contenu du site web. Donc, CMS, c'est quoi? Ça signifie Content Management System, littéralement système de gestion de contenu en français. Et donc, ces CMS sont des interfaces accessibles uniquement aux administrateurs du site. Donc, juste les administrateurs du site qui ont l'accès à ces CMS. Et en fait, la question qui se pose, donc, comment ça fonctionne l'outil CMS? En fait, l'outil CMS est une interface très simplifiée par rapport au langage technique. Et l'interface permet d'accéder au contenu des différentes pages du site, comme si vous apprentiez un répertoire de votre ordinateur et vous allez ouvrir un document texte type Word. Donc, pour apprendre à le maîtriser, il faut se former de manière approfondie. Donc, il faut vraiment donc, et comprendre comment ça fonctionne, d'accord? Comme j'ai dit, il y a des milliers de documentation, des documents sur Internet, des vidéos, d'accord, des tutoriels qui pourraient vous faire comprendre c'est quoi le CMS et comment ça fonctionne et comment vous procédez. Donc, il faut vraiment, quand on parle techniquement parlant dans le domaine du marketing digital, il faut faire un petit effort. Hein. Il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup de patience. Il faut, surtout pour un débutant qui n'a pas des connaissances techniques, il faut vraiment s'investir. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas impossible, mais c'est pas vraiment une chose très facile. Bon, il y a rien à, c'est pas vraiment très difficile, mais il faut s'investir. Il faut consacrer du temps, de l'énergie, il faut avoir beaucoup de volonté pour apprendre et pour comprendre. Bon, on passe au CMS, les outils qui existent maintenant. Et donc, il existe deux types d'outils. Donc, on appelle les CMS hébergés en propre et les CMS en mode SaaS, c'est-à-dire disponibles directement en ligne. Et c'est quoi ces deux outils qui existent déjà? Donc, par exemple, les CMS hébergés en propre. Donc, ça veut dire quoi? Donc, quand vous allez installer et vous allez configurer vous-même le CMS sur votre propre serveur, donc physique ou virtuel, cela vous donne un contrôle total sur l'environnement d'hébergement. Donc, vous allez avoir le contrôle total. Et il y a bien sûr l'exemple de CMS, on parle bien sûr toujours du WordPress, et donc le CMS hébergé en propre, c'est plutôt le wordpress.org. Il y a aussi d'autres CMS qui sont aussi connus que le WordPress, comme Drupal ou Joomla. Donc, ils sont très prisés par les internautes. Et là, la question qui se pose, quels sont les avantages du CMS hébergé en propre? Il y a bien sûr la personnalisation. En fait, vous pouvez personnaliser le CMS en profondeur, c'est-à-dire en installant des plugins et des thèmes spécifiques à vos besoins. Quant à la performance, vous pouvez optimiser les performances du site en ajustant les paramètres du serveur. Et bien sûr, côté sécurité, vous êtes responsable de la sécurité de votre serveur, mais vous avez un contrôle. Oui. Avant serveur, je ne sais pas ce que vous avez dit car le son est coupé. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Avant serveur? Je pense performance. Vous pouvez optimiser la performance. Voilà, pour la performance. J'ai dit que les avantages du CMS hébergé en propre, à part la personnalisation, il y a aussi la performance. C'est-à-dire, donc vous pouvez optimiser les performances du site en ajustant les paramètres du serveur selon vos objectifs, selon comment vous voyez les choses, comment vous croyez que c'est important d'ajouter ou de supprimer les paramètres que vous jugez importants. Et côté sécurité, bien sûr, vous êtes le seul responsable de la sécurité de votre serveur. Mais vous avez un contrôle plus fin sur les mesures de sécurité mises en place. Hein. Mais bien sûr, les CMS hébergés en propre, il y a des inconvénients. Hein.
Donc, ça pourrait engendrer des coûts supplémentaires qui peuvent être liés à l'achat ou à la location d'un serveur, à la maintenance et aux mises à jour. Et bien sûr, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir des compétences techniques. Donc, il est nécessaire d'avoir des connaissances techniques pour installer, bien sûr, configurer et maintenir le CMS en question. Donc, c'est important. Et ici, il faut comprendre une chose, il y a une petite nuance. Quand on parle du CMS, le WordPress.org, il faut comprendre qu'il y a c'est vraiment, quand on parle du coût, c'est gratuit par rapport au CMS, le WordPress.com. Donc, mais ici, quand on parle du coût, si, bien sûr, quand on parle de location, bien achat d'un serveur, c'est autre chose. Et bien sûr, les mises à jour, parce que vous êtes le seul à faire des mises à jour, à chercher, à sécuriser votre site, etc. Donc, il y a des coûts, sûrement des coûts qui vont rajouter au coût initial. Donc, bien sûr, les CMS en mode SaaS maintenant, le deuxième type. Donc, c'est quoi le CMS en mode SaaS? C'est le CMS qui est hébergé sur les serveurs du fournisseur. C'est-à-dire, donc vous allez y accéder via une interface web. Il y a bien sûr des avantages et inconvénients par rapport au premier type. Donc, bien sûr, la facilité d'utilisation. Donc, pas besoin d'installer ou de configurer quoi que ce soit. Donc, vous pouvez commencer à créer votre site web immédiatement. Et là, c'est un avantage de taille pour certaines personnes qui s'y connaissent rien, qui sont vraiment débutants. Donc, c'est intéressant. Mais il faut comprendre, c'est pas gratuit. Donc, il y a des mises à jour automatiques. Donc, le fournisseur lui-même s'occupe de mettre à jour le CMS et les applications, ce qui garantit une meilleure, bien sûr, sécurité par rapport au premier type. Et bien sûr, il y a des coûts prévisibles, rien sans rien. Donc, vous payez généralement un abonnement mensuel ou annuel, tout dépend, ce qui facilite la gestion de votre budget. Mais bien sûr, il y a des inconvénients. Donc, problème de personnalisation, vous n'êtes pas libre comme le premier type. Donc, les options de personnalisation sont souvent plus limitées que celles d'un CMS hébergé en propre. Et bien sûr, vous allez dépendre du fournisseur. Donc, vous allez dépendre pour la disponibilité et la performance du service. Par exemple, exemple de CMS en mode SaaS, il y a le Wix, très, très, très connu, le WordPress.com et les Squarespace. Donc, ce sont les CMS les plus connus en mode SaaS. Maintenant, si je parle de WordPress d'une façon générale, donc le CMS le plus connu, c'est WordPress, ça c'est clair. Donc, un CMS open source, c'est un CMS gratuit, donc libre d'utilisation et de modification à des fins personnelles ou commerciales. Donc, le WordPress étant open source est maintenu par une large communauté qui apporte son savoir, son expertise et fait constamment évoluer le CMS afin qu'il soit performant sur le marché et adapté aux nouveaux usages. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours ces nouveautés qui vont toujours arriver pour beaucoup plus de performance, plus qui bien sûr, ce qui s'adapte aux nouveaux usages. On sait que le monde d'Internet, c'est un monde qui est très évolutif et qui est vraiment toujours en constante évolution. Donc, le CMS WordPress est particulièrement intéressant pour ces quelques points. D'abord, il permet de réaliser tout type de site, un blog, un site web vitrine, une plateforme de mise en relation, type réseau social, petite annonce ou un site e-commerce. Donc, il est vraiment adapté à tous les types de sites qu'on a vus tout à l'heure. Donc, c'est un avantage de taille. Il est modulaire, c'est-à-dire chaque action peut être traitée indépendamment sans impact pour les autres. Par exemple, si on va ajouter un module e-commerce a posteriori, n'aura pas de conséquences sur la partie institutionnelle de votre site. Donc, si vous avez ajouté quelque chose, vous allez supprimer, ça ne va pas impacter les autres fonctionnalités, d'accord, de votre site. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle cette architecture modulaire du WordPress. Donc, si on va ajouter,
C'est-à-dire, on va ajouter un plugin e-commerce comme WooCommerce, par exemple, qui est très connu. C'est vraiment un outil très utilisé par les internautes. Donc, ça se fait généralement de manière indépendante et n'affecte pas le fonctionnement des autres parties de votre site. Et ça, c'est très important. Donc, vraiment, c'est un avantage de taille. Il y a aussi les séparations de contenus, donc les contenus institutionnels, par exemple page à propos, contact, etc. Et le produit e-commerce sont généralement stockés dans des bases de données distinctes ou dans des sections bien définies, ce qui limite les interférences. Donc, il y a vraiment cet avantage de séparation de contenu. Et bien sûr, il est relativement facile à prendre en main. Donc, vraiment, le WordPress, il est utilisé par une large communauté. Et donc, il y a vraiment de très nombreux tutoriels qui sont disponibles en ligne pour vous aider. Et l'interface est très bien pensée. Donc, mais cependant, il manque encore des éléments pour le rendre complètement intuitif. En fait, configurer son site avec WordPress, comme j'ai dit tout à l'heure, demande de la patience et de la persévérance, ainsi que la documentation en amont pour réussir. Donc, il faut un minimum de connaissances pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne le WordPress. Donc, il faut se former, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a des vidéos, des tutoriels, comme j'ai dit, des milliers de documentations, vous pouvez le voir sur Internet pour comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, il est très complet grâce à la solide communauté, comme j'ai dit. Donc, en effet, WordPress évolue très vite et le nombre de fonctionnalités supplémentaires proposées via les modules est vraiment impressionnant. Donc, n'importe qui peut trouver son bonheur dans ces nouveautés qui ne cessent d'arriver chaque jour. Pardon. Et donc, vous pouvez pratiquement tout faire. Donc, il existe un module pour chacune des fonctionnalités à laquelle vous pensez. Les délais partout, donc la communauté étant immense, donc vous trouverez sur Internet réponse à toutes vos questions. Et là, c'est très important parce que parfois, quand on bloque, parfois quand on ne sait pas y faire, quand on ne sait pas comment ça marche ou il y a quelques problèmes, vous pouvez poser la question à cette large communauté. Vous pouvez trouver beaucoup de réponses qui vont vous aider à résoudre ces problèmes, d'accord, pour la création de votre site web. Bien sûr en utilisant le WordPress. Juste une petite remarque, il faut comprendre que WordPress n'est pas le seul CMS open source qui existe. Il y a, comme j'ai dit, il y a d'autres comme Joomla, comme Drupal ou encore PrestaShop, PrestaShop bien sûr spécialisé pour l'e-commerce, qui offrent également des fonctionnalités intéressantes. Mais toujours cet esprit-là, le choix du CMS va dépendre de plusieurs facteurs. La première chose, la complexité. Il faut penser à la complexité du projet. Donc, pour un simple, en fait, blog personnel, carrément, WordPress est souvent suffisant. Pour un site web e-commerce très personnalisé, très poussé, Drupal peut être plus adapté. Donc, tout dépend de qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez créer comme un site web. Donc, bien sûr, les compétences techniques, j'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous êtes débutant, WordPress sera plus facile à prendre en main. Donc, d'ailleurs, plusieurs experts dans le domaine du marketing digital conseillent les débutants de comprendre et de faire des formations sur le WordPress parce que c'est vraiment très facile à comprendre et à mettre en place. Et bien sûr, les besoins spécifiques. Certains CMS sont plutôt spécialisés dans des domaines particuliers comme l'e-commerce, etc. Donc, en fait, en bref, donc le WordPress est un excellent choix pour la majorité des projets web, mais il est toujours important d'évaluer vos besoins spécifiques avant de faire votre choix. Toujours, il faut réfléchir, il faut comprendre qu'est-ce que vous cherchez. Si vous êtes, par exemple, vous voulez un site e-commerce très personnalisé, peut-être le choix, il faut bien sûr penser très bien au choix du CMS. Bien sûr, ici, si vous êtes débutant, peut-être le choix va être plus facile parce que vous allez opter pour le WordPress parce que c'est plus intéressant. Mais s'il est très personnalisé votre site web, il faut penser à revoir votre décision quant au CMS choisi.
Euh, donc, maintenant, on va passer à un autre point très important, comment concevoir et mettre en œuvre. En fait, pour bien commencer, il faut bien sûr réfléchir à l'objectif de conversion de votre site web, c'est-à-dire l'action que vous attendez que l'internaute accomplisse lorsqu'il visite votre site web. Il faut il faut se mettre à la place du visiteur. Donc, par exemple, pour un site vitrine, on attend une prise de contact. Pour un site hôtel, on attend une réservation de chambre. Pour un site e-commerce, on attend avoir les produits et comment donc vous allez penser à la vente de produits, etc. Donc, tout dépend en fait de l'objectif, d'accord. Qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous cherchez à travers votre site, d'accord. Est-ce que c'est un site web vitrine ou bien un site e-commerce ou bien juste un blog. Donc, il faut penser, se mettre à la place du consommateur ou du visiteur. Hein. Donc, il y a une notion très importante, ce qu'on appelle l'arborescence du site web. Donc, l'arborescence d'un site web correspond à l'ossature, à la hiérarchisation et de l'information et les chemins de navigation possibles. Donc, c'est une cartographie de votre site qui récapitule l'ensemble des rubriques et sous-rubriques. Donc, ici, voilà une petite image. C'est quoi l'arborescence? Par exemple, on voit l'accueil. D'accord? Et on voit rubrique 1, rubrique 2, rubrique 3, rubrique 4, rubrique 5. Bien sûr, sous la rubrique 1, on voit plusieurs pages. De même pour la rubrique 2, rubrique 3, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arborescence. Si je vais expliquer ça par un exemple, on va voir un exemple pour comprendre. Donc, ici, je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous voyez le schéma? Attendez une minute pour que je vais vous montrer le schéma d'une manière plus claire. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair l'image, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez l'image? Oui, nous pouvons voir l'image, mais l'écriture, elle est un peu pas claire. Elle n'est pas claire, l'écriture? Bon, je vais... Attendez, s'il vous Non, plaît. malheureusement. D'accord, je vais revenir sur le PDF. Comme ça, je vais voir si ça marche mieux. Docteur, elle marche avec merveille, mais c'est juste que l'écriture, elle est un Oui, peu oui, je vais essayer petite avec... et elle n'est pas trop... oui, juste, je vais essayer avec le PDF pour pouvoir voir est-ce que c'est plus clair avec le PDF. Parce que c'est important de voir l'écriture. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant l'écriture? C'est mieux? Pour ce qui est en blanc, c'est mieux, mais pour ce qui est en bleu, n'est pas très clair jusqu'à maintenant. Bon, je vais expliquer ça oralement, d'accord? La première rubrique, c'est vêtements et accessoires de femmes. Vous voyez cette première rubrique? Et c'est sous cette rubrique-là, on va voir des chemises, des pantalons, bien sûr des robes, des accessoires, des chaussures, des sacs. Alors que deuxième rubrique, c'est vêtements et accessoires pour hommes maintenant. Et on va voir qu'il y a un autre comment dirais-je,
c'est-à-dire sous-catégorie, sous-rubrique, on va voir les pantalons. Maintenant, pour les hommes, hein, les chemises, les t-shirts, les accessoires sacs, les chaussures, mais bien sûr, il y a ici, il faut vraiment comprendre que vraiment c'est très clair, c'est très bien organisé, voilà le mot. Donc, sous la rubrique des accessoires et vêtements hommes. Alors qu'on a d'autres rubriques, par exemple, aux idées cadeaux, donc pour elle, pour lui. Tendance 2021, par exemple, qui n'a rien, il n'y a pas de sous-rubrique. Mais par contre, il y a d'autres rubriques comme aide de choix, donc guide, détail, assortir une tenue, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'arborescence d'un site web. Comment on va organiser, d'accord, notre site web en rubriques et sous-rubriques. Donc, je vais revenir, je ne sais pas si, je vais revenir à stop sharing. Je vais revenir à notre... voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, en fait, donc l'arborescence est très importante pour notre site. Voilà. Donc, ce n'est pas très clair, ce n'est pas grave. Donc, avant de vous lancer, tête baissée, bien sûr, dans sa construction, la construction du site, de l'arborescence, il convient en fait de recenser l'ensemble des éléments constitutifs de l'offre. C'est-à-dire, quels sont les produits, quels sont les services que votre site va proposer pour le visiteur ou bien le futur client ou bien le client. Donc, de l'entreprise, bien entendu, ainsi que tout ce qui contribue à son histoire, son savoir-faire, l'origine, l'évolution, s'il y a des partenariats, bien sûr, tout dépend. Hein, est-ce que vous avez des partenariats ou non? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a vraiment de l'évolution ou non? Par exemple, on a vu que pour la rubrique dans l'arborescence 2021, il n'y a rien. Peut-être que ça va venir. Bah, on est en 2020. Tout dépend de plusieurs facteurs. Et donc, l'idée ici, qu'il faut comprendre, qu'il faut vraiment la maîtriser, il y a un travail préalable qui permet d'obtenir une cartographie des contenus de l'entreprise qui doivent être valorisés. Donc, il faut s'assurer de ne rien oublier lorsque vous bâtissez l'arborescence. Par exemple, si je trouve que il y a, par exemple, sur la rubrique hommes, vêtements pour hommes, vêtements accessoires pour hommes, j'oublie les sacs pour les hommes. Et je ne fais que les sacs pour les femmes, par exemple, sous la rubrique accessoires et vêtements pour les femmes. C'est-à-dire que je les trouve dans les femmes, je ne trouve pas dans les hommes. Donc, c'est une perte pour nous parce que le client, il ne va pas s'amuser, il cherche un article bien particulier, s'il ne le trouve pas, c'est une perte pour nous. Et c'est un problème pour notre site. Donc, ce n'est pas vraiment la construction n'est pas été bien faite de cette arborescence. Il faut donc toujours recenser et faire un travail au préalable, d'accord, pour valoriser tout le contenu de votre entreprise. Le contenu que vous allez, bien sûr, le valoriser à travers votre site web. Et donc, il faut s'assurer de ne rien oublier quand vous allez, bien sûr, bâtisser l'arborescence. Et donc, pour construire cette dernière, des outils, on a plusieurs outils de mind mapping, tels que, par exemple, l'Xmind, qui vous donne la possibilité de visualiser la squelette de votre site web et hiérarchiser l'ensemble des pages. Donc, plus votre arborescence sera travaillée et intuitive, plus l'expérience utilisateur sera bonne. Là, il y a une notion clé dans le marketing digital, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Il faut bien soigner cette expérience-là. Il faut bien penser, d'accord, à votre site, à la construction de votre arborescence. Et là, l'Xmind, c'est quoi? L'Xmind, c'est un logiciel de cartographie mentale très populaire et utilisé par des millions d'utilisateurs à travers le monde pour organiser leurs idées, planifier des projets, prendre des notes et bien plus encore. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'Xmind et cette cartographie mentale, pas pour juste l'arborescence, mais pour plusieurs projets, même pour, par exemple, réviser un cours. Moi, je conseille à mes étudiants d'utiliser du mind mapping parce que ça va aider à comprendre et ne pas oublier un détail ou bien ne pas louper une partie de votre cours. Si on va prendre, je ne sais pas ce que vous voyez, l'exemple de l'Xmind, c'est pas clair? Est-ce que c'est clair? Elle n'est pas très claire. L'écriture est très, très, très petite. Est-ce que vous voyez la squelette? C'est pas grave l'écriture. Est-ce que vous voyez la squelette?
Vous Qu'est-ce que vous voyez voulez dire de la squelette? c'est-à-dire, est-ce que vous voyez les branches, ce qu'on appelle ici les feuilles? Est-ce que vous Oui, voyez, oui, par exemple, oui, vous oui, voyez, oui. d'accord. Moi, je vais prendre un exemple, d'accord, comment on peut utiliser le mind mapping. Par exemple, je donne un exemple. Ici, the use of mind mapping, je prends par exemple réviser, je dis n'importe quoi, réviser le marketing digital. D'accord? Ici, bien sûr, il y a par exemple brainstorming, je peux dire chapitre 1, planning, chapitre 2, problem solving, par exemple, chapitre 3, etc. Et dans le chapitre 1, il y a des paragraphes. Il y a bien sûr, par exemple, par exemple, je pense grand 1, ouais, bien sûr, il y a des sections. Je donne section 1, section 2 pour le chapitre 1. Et sous la section 1, je peux trouver des sous-sections, etc. Donc, vraiment, je vais dans les détails. J'essaie d'aller jusqu'au bout pour comprendre. Ici, si je vais prendre ça, je vais utiliser cet exemple pour l'arborescence de mon site. Si je trouve par exemple les produits de mon entreprise, je vais prendre par exemple les vêtements de hommes, les vêtements tout court. Il y a bien sûr, je vais prendre vêtements et accessoires par exemple. Je vais prendre ici vêtements et ici accessoires. Par exemple, je peux prendre sous ces vêtements, je peux prendre par exemple les sacs, les chaussures, etc., Les accessoires, je peux prendre les colliers, les bagues, les ceintures, whatever. Vous comprenez? Donc, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on a au juste pour ne rien oublier et pour pouvoir comprendre ce que nous, pour ne pas louper un produit, un service de notre site et pour comprendre qu'on a déjà une idée claire sur nos produits et services qu'on a déjà à offrir. Et donc, quand on va construire l'arborescence, on ne va rien louper, rien oublier. Et la même chose pour, par exemple, réviser par exemple, réviser un cours, vous pouvez le faire, vous pouvez utiliser ça pour ne rien oublier. Comme ça, vous allez cette cartographie, cette visualisation, cette image dans votre tête qui va vous aider énormément à retenir et à comprendre encore plus les chapitres. On peut l'utiliser ça dans la gestion de projet, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Le mind mapping, vraiment, maintenant, c'est un outil très populaire, très utilisé et c'est très efficace dans plusieurs domaines. Je ne sais pas si est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux avancer ou non? C'est bon? Je peux avancer? Donc, en fait, pour les 4 types qu'on a déjà donnés, donc les sites web identifiés, nous avons défini 4 objectifs différents et donné 4 conseils différents. Donc, par exemple, on est toujours dans la conception. Hein. Donc, le site vitrine, donc, il a pour objectif de présenter des produits ou services et d'engendrer une prise de contact avec l'entreprise. Donc, en général, les rubriques principales sont accueil, société, services, prestations, actualité et contact. De façon générale, on trouve ça. D'accord? Donc, la rubrique, contact étant celle vers laquelle vous cherchez à faire converger l'internaute. À vous d'être inventif, hein? Donc d'imaginer autre chose pour proposer une expérience utilisateur différenciante, etc. Si on va prendre ce site web vitrine, est-ce que vous voyez le site web? Je vais reprendre ça, attendez, pour voir. Vous voyez le site web vitrine? J'ai pris par exemple le Picky Bars. C'est un exemple de site web vitrine. Bon, il est très coloré, il y a plusieurs, mais on voit par exemple tout en haut, il y a vraiment quelques rubriques, par exemple Picky Club, Shop, About Us. C'est un site web très intéressant, très coloré, d'accord, et qui donne envie de voir, d'accord, les produits et services de cette entreprise-là. Est-ce que, je ne sais pas si vous... je vais revenir à mon cours. Attendez, s'il vous plaît. Donc, maintenant, si on va voir le site e-commerce. Donc, c'est quoi l'objectif donc,
Oui, il y a une petite remarque ici pour le Picky Buzz que je vous ai montré. Le Picky Buzz qui est vraiment très coloré, très intéressant. C'est un bon exemple de site web vitrine. Donc, c'est une boutique en ligne épurée et moderne, comme vous avez vu, qui met en valeur les produits. On a déjà vu, vraiment, c'est très coloré. Ça donne envie de voir et d'explorer et de voir ces produits-là. Et vraiment, on voit que l'utilisation du WooCommerce est évidente, le plugin WooCommerce. Hein. Donc, mais les sites se distinguent vraiment par sa personnalisation. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté personnalisé très avancé dans le Picky Bar. Hein. Donc, c'est très coloré, c'est très vraiment, c'est très moderne, les couleurs sont très vives, c'est très joli à voir. Maintenant, si on va voir le site e-commerce, l'autre type de site web, donc il a comme objectif, le site e-commerce, de générer des ventes. Maintenant, notre objectif, c'est de générer des ventes. Donc, vous devez donc permettre un accès rapide aux produits. C'est-à-dire, votre site est soit e-commerce, soit institutionnel, hein, mais pas les deux. Donc, si vous avez une boutique en ligne, alors le menu principal doit présenter les différentes catégories de produits que vous proposez. Souvent, nous voyons sur des sites web e-commerce la présence de la rubrique boutique ou e-shop pour indiquer où sont regroupés les produits. En fait, parfois, c'est vraiment très comment dirais-je, c'est un avis qui a des partisans, on trouve ceux qui sont contre cette idée-là. Hein. Il y a ceux qui encouragent cette idée de maintenir, de donner, d'inclure la rubrique boutique, voilà, e-shop ou bien e-shop, et d'autres qui disent non, c'est pas intéressant, il faut pas le mettre. Donc, on va voir les deux idées là. Donc, si on prend par exemple, en fait, pour plusieurs auteurs, donc la boutique ou maintenir c'est-à-dire inclure la rubrique boutique ou e-shop, c'est rater en fait l'occasion de proposer un accès direct à vos différents produits. Si je vais prendre par exemple le Cézanne, on a vu Cézanne l'autre fois, la page Instagram de Cézanne, et on voit ici, est-ce que vous suivez s'il vous plaît? Ou bien je dois… Attendez, je vais partager avec vous la Cézanne, Cézanne.com. Vous vous souvenez, on a vu ça l'autre fois, ça, mais on a vu sa page Instagram. Et si on voit dans Cézanne, dans le site e-commerce de Cézanne, on a vu, c'est une marque de vêtements française. Donc, on voit l'e-shop. On voit bel et bien l'e-shop dans le site. Alors qu'il y a des personnes qui disent non, ce n'est pas intéressant de mettre l'e-shop. D'autres, par contre, croient que c'est intéressant de voir, de donner, d'inclure la rubrique e-shop dans le site e-commerce. On va voir les deux et quels sont les points forts et les points faibles de chaque avis. Attendez, s'il vous plaît, je vais revoir. Je vais reprendre le cours. Donc, pour ceux qui croient que l'e-shop qui sont en faveur du maintien de cette rubrique. Non. En fait, le terme boutique ou e-shop, la rubrique boutique ou e-shop est immédiatement, le terme, il est immédiatement compréhensible par les internautes. Quand on voit cette rubrique-là, c'est clair et c'est simple. On comprend que vraiment, de quoi il s'agit. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, quel que soit leur niveau de familiarité avec le commerce en ligne, on comprend c'est quoi le e-shop ou bien le terme boutique. Il y a aussi, l'avantage aussi, c'est le repérage visuel, c'est-à-dire c'est un point d'entrée évident pour les visiteurs, je vais cliquer dessus, et qui souhaitent vraiment, pour ceux qui souhaitent accéder directement au produit. Il y a bien sûr la cohérence avec le langage courant, donc ces termes-là sont largement utilisés dans le commerce en ligne et sont donc facilement repérables par les moteurs de recherche. On a dit qu'il faut toujours mettre en tête qu'on a une mission qui a un objectif, bien sûr, de référencement naturel, comment dirais-je, il faut bien sûr soigner le référencement naturel dans notre site. Et donc, c'est très intéressant, d'accord, de maintenir cette rubrique-là. Donc, ici, bien sûr, il y a des gens qui sont contre
en fait, le maintien de cette rubrique-là, ils disent que en fait, c'est pas très intéressant de la mettre à part entière. Parce qu'en fait, ça pourrait ne pas pousser le client à trouver, à chercher d'autres rubriques. Peut-être il va s'intéresser juste, il va aller sur la rubrique, par exemple e-shop, il va louper les autres rubriques là. Il y a aussi cette, en fait, comme il a dit, comme plusieurs auteurs, ils disent que en fait, ça pourrait rater l'occasion, d'accord, à aller à différents produits. En fait, il faut comprendre que peut-être il n'a pas juste le e-shop. Par exemple, on a d'autres rubriques qui sont intéressantes. Peut-être si le client il va aller juste à e-shop, il va pas aller à d'autres rubriques. Et là, tout dépend de l'objectif de votre site. Si le site web, OK, on va vendre nos produits, mais c'est intéressant aussi d'encourager le client à aller vers d'autres rubriques. On va voir dans d'autres sites comment les rubriques, c'est pas juste le e-shop. Hein. Il y a d'autres rubriques qui sont intéressantes pour nous en tant qu'entreprise. Et donc, aussi, il y a un autre conseil à faire, c'est on peut reporter en pied de page les rubriques à propos de la société. C'est-à-dire ne pas les mettre dans c'est-à-dire le même niveau avec les autres rubriques. On peut le mettre en bas. Par exemple, si je vais prendre ce site-là, il faut que je stoppe le share. Voilà. Par exemple, pour ce site-là, donc c'est un site spécialiste en vélo électrique accessoires à Nantes, qui est le Bike Center. On va voir que la rubrique à propos, elle est en bas de… Est-ce que vous voyez le site, s'il vous plaît? Vous voyez le site? Pas encore, docteur. Peut-être il faut bon, voir le site. Bon. Voilà, le site Bike. C'est un site Oui, marche qui… avec merveille. D'accord, merci. Donc, c'est un site qu'on peut trouver, où on peut trouver des vélos de ville, des vélos électriques, etc. On va voir que les rubriques, par exemple, à propos de la société, on va les voir à la fin du site. Donc, c'est un moyen intéressant, d'accord, de concevoir notre site et de le mettre en bas et non pas en haut. Bon, je vais reprendre le cours. Attendez, s'il vous plaît. Donc, c'est le va-et-vient, il est un peu difficile. Voilà. Donc, on peut mettre, donc c'est un conseil aussi à donner, on peut mettre en pied de page les rubriques à propos de la société, formulaire de contact, services particuliers, etc. C'est intéressant, c'est un conseil à mettre, on peut le faire, on peut le mettre en bas, donc il n'y a pas de problème. Comme on peut le mettre, vous pouvez trouver des sites où on peut le voir en haut avec, par exemple, la rubrique e-shop, d'accord? Donc, il faut penser aussi d'autres conseils à donner. Il faut penser à ce qu'on appelle les multi-entrées. Par exemple, dans le secteur de la mode, vous pouvez imaginer une entrée homme, femme, enfant, comme Cézanne par exemple, une autre segmentée par marque distribuée et une mettant en avant les nouveautés ou encore les offres spéciales. Et là, c'est pour ça que j'ai dit que si je vais mettre e-shop dans la rubrique, par exemple, e-shop, je peux louper les autres catégories. Je peux louper les autres rubriques qui sont peut-être assez intéressantes, plus intéressantes pour nous. Pas plus intéressantes, mais aussi intéressantes que la rubrique e-shop. Et donc, il faut vraiment penser, d'accord, à imaginer plusieurs entrées. Et donc, vous pouvez, par exemple, vous inspirer, par exemple, du Spartoo. On va voir Spartoo maintenant. Attendez, je vais voir Spartoo ensemble. C'est un site assez intéressant à voir. Spartoo.
Voilà. Est-ce que vous voyez le site, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez le site Sparto? Oui, oui, il marche avec merveille. Voilà. Au lieu de mettre, par exemple, e-shop, la rubrique e-shop, et je mets tous les produits, je peux me faire par exemple, l'organisation de cette manière comme Sparto. Les aspirations, les nouveautés, rubrique femmes, rubrique hommes, enfants, etc. La mode responsable, exclusivité, les petits prix. D'accord? C'est un moyen d'aider, d'avoir des multi-entrées qui sont très intéressantes et bien organisées pour le lecteur. Ici, la même chose, il a fait à la fin, il a mis tout ce qui est rubrique contact, les services, l'aide et tout ce qui est des informations, par exemple les newsletters. Donc, il a mis en bas, d'accord, quand il a suivi le conseil, donc il a mis en bas tout ce qui est contact, tout ce qui est, d'accord, comment le suivre, comment le rejoindre, etc. Donc, et en haut, il a mis les rubriques qui intéressent le plus le consommateur ou bien le visiteur ou bien le futur client ou bien le client déjà du site. Donc, c'est intéressant de concevoir, de penser à la conception du site, de penser à la rubrique et l'arborescence de votre site, etc. Donc, c'est une chose très intéressante à prendre en compte. Bon, je reprends le cours. Attendez, s'il vous plaît, je dois m'arrêter. Donc, j'avance. Par exemple, pour le blog. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le blog puisqu'on a vu le blog, mais il faut comprendre, ici on parle juste de la conception. Hein. Donc, le blog, il a pour objectif, comme on a vu ensemble, d'informer les internautes et de mettre en avant les connaissances de l'entreprise à travers des prises de parole d'experts, des mises en avant de produits au service. Vous devez, en un coup d'œil, permettre à l'internaute de comprendre sur quelle thématique il trouvera de l'information. Donc, en fait, la rubrique à propos sera également la bienvenue pour renseigner sur l'auteur. Donc, c'est important de trouver cette rubrique dans le blog. Donc, en fait, le blog est composé de catégories d'articles dans le but de segmenter les publications, on a vu ça. Ce sont donc ces catégories qui vont composer le menu principal. Et donc, une rubrique à propos sera également la bienvenue pour renseigner sur l'auteur, sa légitimité, apprendre la parole et proposer du contenu à valeur ajoutée. Donc, et c'est ici, à propos, elle est très importante de la mettre dans un blog. D'accord? Par exemple, on a dit que l'autre, on peut le mettre, tout ce qui est le contact, etc., on peut le mettre en bas pour l'e-commerce. Mais le blog, il est très important parce que le blog, c'est toujours, ça donne à travers le blog, on essaie de relater, on essaie de montrer notre expertise, notre expérience, etc. Et donc, le client ou le visiteur, il est très curieux, il veut voir qui est derrière ce blog-là. Hein. Donc, on a parlé de ça. Hein. Et donc, enfin, la rubrique contact doit plutôt être reportée dans une colonne à droite de la page ou alors en pied de page. Vous pouvez également imaginer au sein des contenus des prises en contact qualifiées en proposant le remplissage d'un champ email ou encore le contact direct sur votre email. Donc, ce sont des conseils, d'accord, à donner pour chaque type de site. Par contre, pour la plateforme intermédiation, elle a pour objectif de mettre en relation deux groupes d'individus. Donc, le site, il est là, il joue le rôle d'intermédiaire. Et donc, le menu principal doit s'effacer au profit d'une connexion ou inscription rapide. Et donc, si le rapport de force entre les deux groupes est particulièrement déséquilibré, il faut orienter votre formulaire de connexion envers le groupe le plus difficile à capter. Par exemple, dans la fourchette.com, vous voir ce site très connu, c'est un site français, il oriente son formulaire de connexion vers les particuliers. Et en fait, l'inscription des restaurateurs est reléguée au pied de page. Si on va voir ce site, on va comprendre. Voilà. Je vais partager avec vous la fourchette.com de Folk. Vous voir que sont les partenaires, vous voyez. Donc, vous voyez le site de Folk. Est-ce que vous voyez le site de Folk? Est-ce que vous voyez le site de Folk, s'il vous plaît?
Oui, oui, il marche avec merveille. Parfait. Donc, si on voit ce site-là, donc c'est un site d'intermédiation en ligne, d'accord? Il met en ligne, il met, en contact les gens qui cherchent des restaurants sur la France, en France, et les gens et les restaurateurs. On a vu, si on voit ce site, et c'est très intéressant à voir, à comprendre, on va voir que à la fin, d'accord? À la fin, on va voir, êtes-vous un restaurateur? Donc, c'est à la fin, d'accord, que le site euh, s'adresse aux restaurateurs, alors que c'est un site intermédiaire. Donc, normalement, il est là pour mettre en contact les clients avec les gens qui cherchent de la gastronomie avec les restaurateurs. Mais on voit que les restaurateurs, c'est en bas de page qu'on le trouve. C'est-à-dire, je suis restaurateur, je veux entrer déjà en partenariat avec ce site, c'est tout à la fin du site que je trouve les informations qui concernent comment vraiment devenir client, comment inscrire mon restaurant et si je suis client ou non. Donc, vous voyez que l'importance ici, c'est pour les clients. Les clients, ils sont mis en avant, donc on trouve les informations qui intéressent les clients en haut et les informations qui intéressent les restaurateurs en bas. Donc, l'objectif de ces sites, il est bien clair, hein. Donc, je vais reprendre le cours, comme ça on va comprendre, on va suivre ensemble. Et donc, en fait, donc il y a ici, il est clair le rapport de force entre les deux groupes et il est particulièrement déséquilibré, c'est-à-dire entre le groupe de clients qui cherchent des personnes, des visiteurs qui vont chercher de l'information sur la gastronomie en France, sur les restaurants, et le groupe qui va s'inscrire en tant que restaurateur. Donc, le groupe qui est ici pour, par exemple, la fourchette.com, il a orienté le formulaire de connexion envers le groupe le plus difficile pour lui à capter, qui ce sont les gens qui cherchent de la gastronomie. Et en bas, on trouve que tous les restaurants en France, parce que c'est un site très connu, cherchent à arracher d'accord, les services de ce site d'intermédiation. Vous voyez? Donc, il oriente son formulaire de connexion vers les particuliers en haut et l'inscription des restaurateurs est reléguée au pied de page. Donc, il faut bien comprendre quel est le groupe le plus difficile à capter. Il faut le mettre en avant. Et le groupe qui est le moins difficile, on peut le reléguer en bas de page. Donc, c'est intéressant de comprendre comment on va organiser notre site web en tant qu'intermédiaire, bien sûr, bien entendu. Ici, bien sûr, un autre point très important quand on parle de conception. Et est-ce qu'il faut mettre un bouton d'accueil, oui ou non, dans le menu principal? Donc, s'il y a encore peu le bouton accueil qui s'avère indispensable, il n'en est plus tout à fait de même aujourd'hui. Donc, déjà, beaucoup d'internautes savent désormais qu'en cliquant sur le logo, d'accord, on peut accéder, on peut retourner à la page d'accueil. Donc, on n'a pas besoin de mettre rubrique accueil, puisque si je clique sur, par exemple, la fourchette.com, je vais aller à la page d'accueil de fourchette.com. Donc, votre menu principal, en fait, ne doit pas excéder, voici le conseil à donner, ne doit pas excéder 7 à 8 rubriques. Et donc, voici notre conseil. Si votre arborescence le permet en termes de taille, vous pouvez l'inclure, l'accueil. Sinon, ça ne sert à rien, hein. Et donc, comme nous le répétons souvent, plutôt que de faire dans le subtil, faites dans l'évident. Et donc, pour varier, vous pouvez opter pour une icône représentant une maison qui indiquera graphiquement l'accès à la page d'accueil. Vous voyez que parfois, quelques sites, ils mettent une maison. Donc, tout le monde comprend que vraiment, on peut accéder à la page d'accueil. Si votre arborescence est déjà pleine, que votre page d'accueil n'a pas un rôle prépondérant dans la navigation sur votre site et qu'il n'est plus pertinent de diriger les visiteurs vers d'autres rubriques, n'incluez pas le bouton d'accueil dans le menu principal. Donc, si je vais prendre, par exemple, le Sparto,
Attendez. Donc, il n'y a pas vraiment de menu. Hein? Il n'y a pas la rubrique accueil. C'est déjà beaucoup si je vais, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rubriques déjà. Donc, c'est déjà vraiment très, ça dépasse les 7 et 8. Et donc ça ne sert à rien ici, bien entendu, par exemple, de mettre la rubrique accueil. Par exemple, si je vais à la tendance femme, et bien sûr d'autres, la rubrique ou bien nouveauté, par exemple, je peux cliquer sur cette rubrique. Je peux reprendre, par exemple, la page d'accueil en cliquant sur le logo. Donc, ça ne sert à rien de mettre accueil comme rubrique. Donc, c'est un conseil à donner, d'accord, pour les gens qui veulent, d'accord, se lancer dans le marketing digital. Voici tout, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Dr Malek. Dr Malek. Oui. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Ahmed, Anix, Fadi, Iman Hassani, Mourchi, Pascal. Hein? C'est bon? Donc, à la fin du cours Donc, à la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je vous remercie très beaucoup pour votre présence. Je remercie Dr Malek pour avoir dirigé cette formation. À la semaine prochaine et merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le jeudi à 17h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, pour le dernier cours de cette formation. Inch'Allah. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah la semaine prochaine ou encore le dimanche avec le dernier cours de découvrir les librairies Python pour la data science. Et vous avez également les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante dont nous vous annoncerons le jour du cours déplacé. Vous avez également le dernier cours des outils d'analyse du marché et vous avez également le séminaire de Dr Sakina Boudia qui aura lieu le mardi à 16h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite et plein d'autres activités qui viendront. Donc, pour ceux qui sont totalement passionnés à continuer ces études en licence, que ce soit marketing digital, que ce soit au management, technologie de l'information ou médias numériques, ne loupez pas la chance d'être l'un de nos étudiants et inscrivez-vous pour des études totalement gratuites dans notre université. Vous pouvez jeter un coup d'œil dans le site officiel de l'université envers nos formations que nous proposons, nos formations et nos programmes d'études que nous proposons. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir.